Salut les gars, salut les go, bienvenue dans cette nouvelle édition de la capsule. On est avec vous pour débriefer comme d'habitude les actualités MMA et boxe. Avec moi ce soir, le président, le seul et l'unique, Mr. Top. Number one de la capsule, c'est moi. Quels sont ces titres honorifiques là? Donc avec nous aussi Mr. Café, Mr. John. Juste hors MMA, si ton club ne s'est pas qualifié pour le prochain tour de la Ligue des Champions, Ici, on parle de la capsule, ici, on c'est parle. compliqué. Ouais. Yako, Vous savez de quoi on Bien parle. sûr, on Ici, parle de on la parle Juventus. bagarre. Ici, on parle bagarre. Le foot, tout ça, basket, tout ça, je sais pas de quoi on parle. Une belle actualité quand même MMA boxe actuellement, notamment française, avec Tony Yoka qui semble se diriger sur deux combats intéressants. En MMA, on a un UFC numéroté qui arrive la semaine prochaine avec un gros combat, le BMF qui sera qui sera en jeu. Donc, on va commencer les gars, je pense qu'on va directement aller sur la boxe. C'est plus simple, on va aller sur la boxe. Et les gars, en fait, que pensez-vous d'abord? Donc, on a Tony Yoka. Tony Yoka qui a changé de nationalité sportive. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais potentiellement dans le but de faire un combat retour contre Bakole à Kinshasa. Donc, ça vous hype pas, vous comprenez, tout en sachant bien sûr que Tony Yoka, il est censé affronter le Britannique Lawrence Okolie, qui est un ancien champion des poids lourds légers. Donc, pour Tony Yoka, en fait, c'est là en avril. En avril, potentiellement, Lawrence Okolie, ça peut repropulser sa carrière ou l'éteindre complètement. Et en fin d'année, pourquoi pas affronter Bakole à Kinshasa. C'est quoi la dernière chance? Qu'est-ce que vous pensez en fait actuellement des possibles combats de Tony Yoka? je pense que le move est bon. Tu sortiras, si tu gagnes, ça avance ta carrière. Il faut plus traîner, il y a l'âge qui avance. Même comme il dit, là je suis dans mon prime, etc. À l'âge, parce que les poids lourds, ce sont des combattants, voilà, tu peux aller jusqu'à 36, 37, 38. Certains vont jusqu'à 40. Donc, c'est un move qui va avancer sa carrière. Maintenant, pour Bakole, si c'est pour Bakole, pour moi, Bakole n'a rien à gagner là-dedans. Parce que si tu as déjà battu Yoka, donc tu as avancé, tu as affronté les Ajekba, tu as affronté les Jared Anderson. Donc, Bakole, tu as affronté les Joseph Parker. Nous, on le voyait potentiellement pour aller chercher le titre. Donc, si tu vas rechercher Yoka, c'est que tu as fait Après, si tu n'as pas d'autres combats entre-temps. Et pour lui, c'est vraiment quand même, je pense, les combats de la dernière chance, surtout contre l'anglais. Euh, 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 Surtout contre l'anglais Lawrence Okoli. Pour le coup, si tu gagnes contre le Britannique, qui a quand même en fait marqué les esprits en fait chez les poids lourds légers, je pense que tu relances bien ta carrière. Mais après, si tu perds, il y aura clairement en fait que tu n'as pas le niveau. Beau combat pour lui. Et puis sur la même carte, en fait, on aura aussi Bakary Samake qui va affronter l'Américain Adribidge. Et ce sera pour le coup un combat, je pense, éliminatoire pour potentiellement une chance pour le titre. Donc pour la boxe française, on a potentiellement ces deux gros combats intéressants le 25 avril. Tu dis si Tony Yoka bat Laurence Okoli. Tu dis si. Ouais. Dans quel monde en fait? Non, il relance sa carrière. Oh! Dans quel monde? Après, ceux qui viennent des poids lourds légers, je prends l'exemple sur Alexander Usyk. Alexander Usyk était champion dans la catégorie poids lourd léger. En montant chez les poids lourds, ils étaient très vifs, ils sont très vifs. Hein? Donc, Tony Yoka, Okoli, il va gagner par quel chemin? Mais à ne pas. Bon, moi je sais pas, un combat ne se fait que lorsque. On va dire qu'un combat ne se juge que lorsqu'il a été fait. C'est clair que Okoli,
est largement favori. Je pense que la stratégie de Colli, justement, de prendre Tony Yoka, c'est que ça doit être pour lui la manière de se jauger d'abord chez les lourds en prenant un combattant euh, pas mal classé quand même, mais pas trop dangereux. Pour Tony Yoka, c'est tout le contraire. Tu prends un combattant qui a une grosse hype, parce que c'est un ancien champion WBO, voilà en fait, chez les poids lourds légers, qui monte. Donc, si tu gagnes, je pense que tu enlèves un peu sa C'est tout hype. bénef. C'est tout bénef. Par Voilà, c'est contre, pour ça après, que je disais, donc nous vivons. si tu perds, fini. Mais bon, c'est clair que dans ce combat-là, Laurent Sokoli est le favori. Ça, pour ça, même Tony Oka ne sera pas vexé d'entendre ça. On attend le Big Léo au passage. On attend le Big Leo au passage. Ouais. Donc, bon, ça, c'était une partie de l'actualité boxe. Et puis, donc, on a eu récemment une grosse annonce, pour le coup, qui va pas manquer, en fait, de, 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 de vous interpeller. Alexander Usyk. T'as vu? On parlait du loup. Le loup est là. On parle du loup, le loup est là, voilà. C'est bien en fait que le Big Leo c'est là en fait, parce que justement le Big Leo, on est en plein analyse des combats de boxe. Salut tout le monde. Salut le Big Leo. Le Big Leo, Usyk va affronter Rico Verhoeven. Qu'est-ce que tu en penses toi en fait du combat? Est-ce que tu penses que l'arrivée en fait du Néerlandais en boxe, c'est une belle chose parce que c'est un grand champion quand même en fait en pied-point, il ne faut pas le nier, mais est-ce que tu penses que le gap entre le kickboxing, la boxe en fait est trop élevé? Tu es juste content en fait de voir qu'il se lance, qu'il a le courage de prendre le défi. Tu aurais aimé le voir en MMA. Rico Verhoeven est un monstre en kickboxing. Attends, mais Léo, tu n'as pas entendu la fin de ma question. J'aurais dit où tu aurais préféré le voir en fait en MMA. Non, c'est pas con ce que tu viens de dire. Je vais essayer de répondre quand même. C'est Ouais. un monstre en kickboxing. Au niveau du Glory, il y a beaucoup souvent de champions diversifiés dans les diverses catégories qui se succèdent. C'est-à-dire que c'est rare de voir un champion du monde qui va faire 2-3 ans avec une ceinture. Là, après, à part Cédric Doumbé, qui l'a fait avec d'autres personnes. Lui, Rico Verhoeven, c'est un gars de la nouvelle génération qui a vraiment bombardé en polo. Et sa manière de combattre, il est d'une violence quand il frappe. Il frappe pas n'importe comment, mais il frappe fort. Maintenant, c'est vrai que ce que moi je lui reprochais en kickboxing, c'est que les pieds, c'était pas ça forcément sa spécialité première, hein, même s'il est très fort. Et c'est effectivement, moi j'ai toujours voulu voir sa puissance en boxe. Mais là, il y a un truc qui me dérange, c'est que là, on parle de Usyk. Premier combat professionnel, tu vas rencontrer Usyk. L'avantage que pourrait avoir Verhoeven par rapport à Usyk, c'est peut-être la taille, hein, parce qu'il me semble que Verhoeven, il est assez grand. Hein. Il est assez grand de taille. Et il me semble qu'en termes de poids aussi, on dit que bon, Usyk a battu les plus costauds. Mais Verhoeven, je crois que lui, il peut être aux alentours de 120 kilos hein, quand il combat. Ouais, 1m96, 122 kilos. Ah, vous avez vu la machine? Usyk, je crois que sa force, ça va être sa vélocité, son intelligence de combat. Il va peut-être être un peu trop, je vais dire, excusez-moi, trop intelligent pour Verhoeven. Mais s'il prend une gauche de Verhoeven, je vous jure que ça fait mal. Essayez de regarder des combats. Je pense que Usyk va gagner au point. Ah merde, j'ai déjà parlé. Mais je pense que Usyk, il peut gagner au point. Ça va pas être un combat facile. C'est pour ça que je me dis que si on avait laissé Verhoeven peut-être se tester sur 2-3 combats, parce qu'il a une gauche percutante là. Oh merde, quand ça rentre, ça fait mal. En fait, c'est parce qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais pour ce type d'individu, en fait, tu as l'impression de voir un noir américain boxer. Tu as l'impression d'avoir un Tyson quand il frappe. Le banner, vous voyez le banner? Ça vous parle, Jérôme, le banner? C'est un peu la même gamme que le banner, parce que le banner, c'était un boxeur. Je vous signale que c'était même le sparring partner de Tyson à un moment donné dans sa vie. Donc, c'est à peu près la même gamme. Donc, pour terminer, ta question, c'était est-ce que tu aurais préféré le voir en MMA? Non.
Parce que ça aurait fait le même scénario que les Bas Pereira. C'est-à-dire que j'ai remarqué, je ne veux pas faire la théorie du complot, mais j'ai remarqué que les kickboxers, quand ils arrivent en MMA, on les met très peu face à des grappleurs. Et puis c'est un peu chiant, quoi, tu vois. Ce sont des grosses stars du kickboxing. Bon, ils arrivent à l'UFC, on va pas les éteindre tout de suite, on va les mettre avec des strikers la plupart du temps. Et on va peut-être leur laisser un peu de temps pour devenir des grappleurs. Verhoeven, il n'a pas ce temps-là, hein. S'il va en MMA, il n'aura pas ce temps-là. S'il tombe sur un gars qui est comme Jones, il va tomber tout de suite. Si Verhoeven veut percer en MMA, il faut qu'il rencontre Cyril Gane. C'est la même gamme. Entre-temps, en fait, il y a John et Mr. Smith qui nous ont donné en fait leur avis sur l'évolution de la carrière de Tony Yoka, qui affrontera bientôt. Et c'est très intéressant parce qu'on sait que tu es un très grand fan de Tony Yoka. Tony C'est Yoka qui fou, quoi. affrontera Laurence Okoli. Ah, d'accord, non, non, non. Le Britannique, en fait, il va l'affronter le 25, je crois que c'est le 25 avril, sur la même carte que Bakary Samake. Bakary Samake, lui, pour le coup, qui est sur une demi-finale pour avoir une chance sur le titre. Mais on est d'abord sur Tony Yoka. Tu penses quoi, en fait, de cette chance, en fait, parce que c'est un beau combat pour Tony Yoka? Non, non, Bakolé, c'est après. Bakolé, en fait, c'est en fin d'année, il a changé de nationalité sportive pour aller affronter donc à Kinshasa. Normalement, c'est ce qui va se faire, Bakolé. Mais Bon, bah, avant ça, écoute-moi, je ne vais pas être très original. Moi, Yoka, c'est toi qui m'apprends qu'il va se battre contre un Britannique qui ne m'intéresse ni d'Ève ou ni d'Adam. Je n'aime pas sa manière de combattre. Je t'assure que même par cœur le bastonne. C'est pas possible. Non, bon, allez, je veux pas être trop médisant. Il a fait évoluer son style de combat, mais pas assez intéressant pour moi pour que je puisse euh, me focaliser sur sa soi-disant. Parce qu'encore, c'est encore, tu sais, c'est ce qui m'énerve en ce moment dans le monde de la boxe, c'est un peu trop scénarisé. Donc, son soi-disant comeback où il va affronter. Regarde, s'il bat le mec, l'anglais dont tu parles, quel est son palmarès à celui-ci? il est ancien champion du monde Cruiserweight WBO. Il est en 23-1. Il était champion en fait WBO. Donc il a quand même en fait une belle carrière jusque-là. Comme je dis, je vais pas être médisant. Ça m'intéresse pas le combat de Yoka avec cet anglais-là. Si maintenant il arrive à dominer l'anglais et à gagner, ce qui va pas se passer, je vous le dis déjà, ce qui va pas se passer, s'il arrive à passer, même s'il arrive à le frapper, moi je pense que Yoka n'est pas le combattant idéal pour aller faire un combat de ce type contre Bakolé à Kinshasa, parce que c'est quand même un truc assez symbolique. Il faut vraiment des gens qui représentent un peu cette symbolique. Yoka, j'ai pas l'impression il est imprégné par cette sphère-là. Et il faut un combat clinquant. Je sais pas, du Joshua Bakolé, je sais pas, un truc comme ça. Donc, bon, c'était la petite page box. On n'a pas Ces fini en boxe. affaires. On n'a pas fini en boxe. On n'a pas fini en boxe. Il y a, Non, n'ajoutez pas de disclaimer, s'il vous plaît. il y a Mayweather qui va affronter Pacquiao. Ça, déjà, pour moi, c'est vraiment un combat, c'est juste pour se remplir les poches, que ce soit de la part des deux combattants. Mais Weaver, Pacquiao, pour moi, c'est juste pour se remplir les poches. C'est On du est marketing. d'accord? Mais pour moi, j'ai même plus envie de voir ça. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. On est d'accord. Après, bon, peut-être, John, peut-être tu vas nous dire. Qui a demandé ce combat d'abord? Forcément, c'est Floyd. Si Floyd voulait revenir, eh, va chercher. Donc, si tu veux montrer en fait que tu es toujours un grand boxeur, va chercher les petits. Il ne cherchera pas. Il a dit il y a quelques années, sportivement parlant, en fait, quand je dis la raison de son retour, parce que sportivement parlant, moi, on va regarder le fight pour, voilà, ces deux anciens. Pour moi, c'est un jubilé. C'est Mais un c'est ça, jubilé. que Voilà. c'est un combat d'exhibition, c'est pas un combat professionnel. Arrêtez de nous. J'arrive pas à pouvoir deux gars. Les gars sont déjà anciens, ce sont des légendes de ce sport, etc., etc. Sportivement parlant, moi, je vois ça comme un jubilé. C'est ça, il n'y a pas plus à dire. Moi, j'attends qu'ils s'expriment là-dessus, la conférence de presse, parce qu'on est en train de spéculer sur le sport, sur les finances. Parce que c'est le premier truc, en fait, auquel tout le monde pense. Même moi, j'ai pensé en mode, ah, là, tu reviens. Tu sais que ça va faire vent.
Manny, c'est quelqu'un qui va, ces deux-là, forcément les pay-per-view, forcément le gain. Pour moi, ils viennent prendre un chèque et je ne suis pas fâché contre ça. Les gars viennent prendre un chèque. Il n'y a pas de problème. Ok, donc je disais, si le combat était comme John dit, pour une exhibition, ok, j'aurais compris. Et même, ça met tout son sens. Si on fait le combat en exhibition, Mayweather-Pacquiao, ça a tout son sens. Mais en professionnel, qui a demandé ça en fait? Moi, je comprends pas. C'est en exhibition, ok, let's go, everybody wanna see it. Et puis ces derniers temps, vous allez me dire, hein, c'est juste une théorie. Hein. Ces derniers temps, je regarde dans les médias, dans les news, Dana White qui prend un peu plus de place dans le domaine de la boxe, qui devient promoteur, qui investit dans le truc. Et là, comme ça, de l'huile sur le feu, comme un cheveu dans la soupe, Mayweather revient pour un combat pro. Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation? C'est une question ouverte hein, que je vous pose. Est-ce que, même si le lien est vraiment peut-être absurde, mais est-ce qu'il n'y a pas une corrélation en fait un peu par rapport à ça? Pour moi, Je vous laisse si Mayweather veut revenir pour espérer signer avec Dana, ça c'est déjà peine perdue. Parce que déjà, à entendre Dana, ses envies, ses ambitions dans le monde de la boxe, c'est faire monter les jeunes qui n'ont pas de vue sur eux. Ça, je suis OK là. Voilà pourquoi il a signé Conor Ben, qui a été découvert par Eddie Hearn, tout ça. Voilà pourquoi il a pris. Les ambitions de Dana White, c'est aller contre Eddie Hearn, qui est un gros promoteur dans le monde de la boxe. Ça, OK, d'accord. Voilà pourquoi même Dana White a commencé sa promotion sous Boxing. Bon, pour ceux qui ont aussi Paramount, c'est aussi dans le deal. Si vous voulez regarder les combats en boxe, vous allez sur Paramount, c'est là-bas. Dana White a mis son exposition là-bas. un peu passer, tourner la page et passer maintenant en fait au MMA. On a quand même eu déjà hier soir un très bel UFC Fight Night au Mexique avec Brandon Moreno. Rapidement, quel est le combat qui vous a marqué? Qu'avez-vous pensé du main event? Rapide. On sait que Mr. Smith a adoré le main event, c'est le combat qu'il a préféré. Donc il pourra nous parler de ce combat-là après. Mais bon, John. L'UFC Fight Night. Main event. Pour moi, la performance de la soirée, le combat de la soirée, c'était le main event entre Lunar Cavana qui jouait à l'extérieur contre Moreno. Pour moi, il a fait un combat abouti en 5 rounds contre Moreno. Je pense que Moreno lui prend, sur les 5 rounds, objectivement, il lui prend un seul round. Il a vraiment perturbé le Mexicain. Combinaison en pied-point. Énormément de combinaisons. Il a drop à quelques reprises. Il a fatigué avec les calf kicks. Il a appliqué énormément de dommages. Et je l'ai trouvé intéressant en lutte défensive. Il n'a pas attaqué, pas attaqué de takedown. En lutte défensive, il était prêt. Patient aussi. Parce qu'à un moment donné, quand il le drop, il ne va pas chercher tout de suite à plonger sur Moreno pour chercher le KO. Donc, je l'ai trouvé patient. Il a les qualités on peut dire, il a les qualités de ses défauts parce que cette patience-là, en fait, aurait pu être exploitée. Parce que j'ai trouvé qu'il était un peu trop sujet à la lutte de Moreno. Parce que Moreno était endommagé au niveau de la jambe, mais il va quand même te chercher la lutte contre la cage. Ça, ce sont des points à suivre, mais performance très aboutie. À part ça, aussi, grosse performance de Bobby Green. Je pense qu'il doit récupérer quelque chose comme enfin, j'ai pas regardé qui a récupéré le KO de la soirée, mais pour moi, c'est Green. Peut-être Smith, parce qu'il a trouvé que c'était ontologique. Pourra nous en dire un peu plus. Et à part ça, Aileen Perez, pareil, qui gagne à la décision et qui call out Tracy Cortez. Pour moi, je retiens ces 3 fights-là, même s'il y a eu d'autres fights intéressants, je retiens ces 3. D'accord. Mr. Smith,
Moi, sait je retiens la performance d'anthologie. D'anthologie de Baby King, King Green. D'anthologie. Et je ne sais pas pourquoi John se pose la question de qui a eu le chaos de la soirée. C'est clair et net que c'est Baby King Green. Performance d'anthologie. Chaos. En tout cas, pour revenir sur le main event, très belle performance de l'honneur Cavana. Et je dis très belle performance parce que il faut prendre en considération, il faut tenir en compte que c'était un short notice du petit. Donc, le petit a reçu la proposition pour le combat il y a 2 semaines. Le petit a reçu la proposition pour le combat. Et je pense qu'il s'est rendu à Mexico City il y a 3 jours de cela qu'il s'est rendu avant le combat. Et encore une fois, il faut tenir en compte que Mexico City est en élévation. Si vous avez des problèmes de cardio et vous battre là-bas, ce n'est pas recommandé. Voilà pourquoi je dis très belle performance de l'honneur Cavana. Il a tout fait pour mettre en jeopardy les jambes de Brandon Moreno. Pour tous ceux qui ont vu le combat, vous allez remarquer que Brandon Moreno, il avait les jambes pétées je pense au 2e round ou bien au 3e round. Il ne pouvait plus tenir sur ses jambes. Voilà pourquoi il cherchait à mener Cavana au sol. Toutes ces tentatives-là, c'était pour moi une perte de temps, en fait. Parce que moi, je me disais même que lorsque ça allait chez les juges, à cause de ça, il pouvait gagner. Parce qu'on allait dire, c'est la légende de Mexico City, donc on va lui donner le combat. J'avais peur. Ça allait vraiment être dommage pour Cavana qui a pris le combat en short notice et il livre cette performance-là, en fait, pour moi. Mais en tout cas, très belle performance de Cavana. Comme je disais, le combat que je retiens, Baby King Green, performance d'anthologie. Non, mais donc c'était ça sur cette UFC Fight Night Mexico. Intéressant, comme l'ont dit John et puis Mr. Smith. On va passer directement à l'UFC 326. L'UFC 326 où Max Holloway défendra sa ceinture de BMF contre Charles Oliveira. Et sinon, à part ça, on aura d'autres combats intéressants comme Caio Borralho contre Régnier Derrida. Derrida qui fait son retour après sa performance un peu bizarre de la dernière fois où son cardio lui a fait défaut. Et on aura Raúl Rosas Jr. qui va tenter d'entrer enfin dans le top 15 de la catégorie Bantamweight face à Rob Font. Et après, pour le reste, on aura des combats pour compléter la carte, comme Drew Dober contre Michael Johnson ou Gregorio Rodriguez contre Bruno Ferreira pour ce main event. Donc, on va aller directement sur le co-main event d'abord. Caio Borralho contre Régnier Derrida. Régnier Derrida, comme je l'ai dit auparavant, qui fait son retour après sa défaite face à Allen. Voilà, en fait, sa défaite par abandon ou 4e, je crois. 4e round. Abandon un peu bizarre. Abandon, en fait, un peu bizarre. Gros premier round, en fait, mais dès que Allen, en fait, a su prendre la maîtrise du combat, on a clairement compris que son cardio, en fait, parce que jusqu'à présent, il finissait ses combats quand même assez rapidement. Et donc, il a un gros problème de cardio. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'on a vu. Et donc là, il revient, en fait, dans l'octogone. Qu'attendez-vous, en fait, de lui face à Caio Borralho? Derrida, Régnier, je n'attends rien de lui parce que c'est inconcevable. C'est inconcevable d'abandonner un combat en MMA, c'est inconcevable. Même si tu te fais dominer au sol, ok, laisse-toi, tu te fais dominer au sol, mais tu abandonnes. C'est-à-dire, on te lève, on t'amène dans ton coin, et ton coin lance. Ton coin, ton corner lance le white flag. Oh! En fait, j'ai vu
ça comme, en fait, j'ai vu ça comme le film. Je n'attends rien de lui. Je n'attends rien de lui. Je n'attends plus rien de lui. Je, je n'attends plus rien de lui. Non, non, je n'attends plus rien de lui. Il abandonne. Il abandonne le combat. Oh non. Vraiment. Il abandonne le combat. Il abandonne. Pourquoi il abandonne le combat? Je n'attends plus rien de lui. Je n'attends plus rien de lui. Plus rien. On va quand même préciser. Avant ça, avec Nassourdine Imavov, ils étaient les deux dans cette catégorie qui allait clairement en fait vers un title shot contre Ramzat. Bon, parce que c'était évident que Ramzat allait chicoter Duplessis. Mais bon, c'était les deux qui allaient. Imavov gagne son combat contre Adesanya par un KO. Super. René de Ridder, lui, a l'occasion de faire un statement juste après. Il affronte Allen. Et là, tout le monde s'était dit, bon, premier round, il va terminer. En plus, il commence le combat d'une manière très, très forte, comme on le connaît. Super. Mais il y a ça, en fait. Allen survit au premier round. Après, il étouffe. Et on a ça, en fait, à la fin du quatrième round, de Ridder qui se lève pour aller dans son corner. Et qu'il n'en peut plus. Il abandonne son camp. Drapeau blanc. Donc, cette évolution-là, John, qu'est-ce que tu attends de lui sur ce combat-là? Comment il peut se relancer face à un Caio Borralho? Il faut l'éteindre. Pas plus. Aussi simple que ça. En fait, il avait affronté Bonicol. Ce que j'aimais bien ce que j'aime bien avec lui, ou ce que j'aimais bien avec lui, c'est que il a affronté, j'ai affronté ce que le gars dont vous parlez comme le meilleur lutteur. Donc, je l'ai soulevé. Et maintenant, donnez-moi le meilleur striker. Il, il voulait affronter tous les profils. Et je trouvais le gars, ça frappe. De manière générale, son style de combat, c'est un mec que c'est grappleur. Il est très fort au sol. Quand tu regardes son pourcentage, la plupart de ses victoires avant la limite, c'est des soumissions. Il a des KO par-ci par-là, mais c'est des soumissions. C'est un mec où vous arrivez au sol, il va t'étrangler, il va te soumettre. Et quand il tombe face à Brendan Allen, qui est un gars aussi très dangereux au sol, moi je me suis dit, quand je regardais le fight, qui va être le plus dangereux au sol? Et Allen l'a étouffé après le premier round au niveau du cardio, et personne n'a compris en fait. Et lui-même, il arrive, il dit, ça m'a fait bizarre à pomper sur le cardio. Contre un Borralho, ça va être c'est une sorte d'opposition de style. Borralho, moi je le vois plus comme un striker. Striker très intelligent, très belle gestion de l'espace. C'est un mec qui, son volume n'est pas, il va pas avoir un gros volume, mais il a un volume qui est précis. Donc c'est dans ses entrées, dans ses sorties, sa manière de désengager. Voilà, c'est quand il va frapper en fait, il occupe très bien l'espace. Après, grappling de Reader peut faire la différence. Et le sol de Reader aussi peut faire la différence. Il va falloir, j'attends de voir en termes de game plan, cette opposition de style-là, d'aller chercher de Reader. Pour moi, il devrait, si tu vas striker, c'est pour aller chercher la lutte, coller au maximum possible. Et ça va te donner les ouvertures. Si tu envoies plusieurs informations en disant, je peux te faire lutter, je peux t'emmener au sol, tu as un Borralho, tu le fais hésiter dans ses entrées. C'est un mec, pour aller le chercher. Quand il rentre, si tu n'as pas derrière en te disant, OK, je vais contrer ou je vais aller chercher la lutte, il ressort automatiquement. Et de Reader, s'il fait avancer, il faut éteindre Borralho. Parce que Borralho, en fait, on a vu contre Imavov, ils sont allés à la décision et il s'est fait avoir. Parce que Imavov était beaucoup plus précis, et ça lutte, ça strike. Donc, tu prends ce game plan-là, et que pour moi, tu l'emmènes, je vois ce combat, je vois pas aller forcément à la limite,
Parce qu'il va falloir faire un statement de la part de Reader pour montrer en mode c'était juste un petit caillou dans la chaussure, une petite panne en cours de route et je peux. Et sachant qu'on a deux gars qui frappent également très fort. Parce que quand il était un bon Nicole, de mémoire, c'était des coups au corps. Et bon Nicole n'a pas, voilà, bon Nicole n'a pas tenu. Il a empêché bon Nicole de lutter. Donc, il faudra qu'il empêche Borayo de striker. Et ouais, c'est un peu donc ça sur ce co-main event de l'UFC 326. Caio Borralho qui lui recombat depuis sa défaite en, je sais plus, là quand il a perdu, c'était à l'UFC France contre Nassourdine. Comme tu l'as dit, moi j'avais quand même été déçu de sa performance en fait. Je trouve qu'il avait pas, en fait il a été dominé un peu dans tous les domaines. Il n'a pas aussi scoré que ça les phases en fait où ils ont été debout en fait en striking. Là pour le coup c'est un autre combat striker contre lutteur et on va voir en fait ce que ça va donner. Quand il y a grappler contre striker, les grappleurs ont trouvé l'avantage, donc je pense petit avantage quand même pour des Raiders. Il termine le combat avant, je pense, les 2 premières rounds. Parce que son problème de cardio, pour moi, c'est vraiment le gros point d'interrogation. Même si là, je crois que c'est un combat en 3 rounds, en fait. Bon, donc déjà, ça va. Mais si c'était un combat en 5 rounds, là, vraiment, j'aurais mis en fait un gros bémol là-dessus. On parle du combat Borralho contre des Raiders. Prochaine question. Ouais. Parce que vous avez catégorisé Caio Borralho en tant que striker. Mais est-ce que c'est vraiment un striker ou bien c'est juste qu'on l'a pas vu lutter pendant tous ces combats en MMA? Parce que Caio Borralho est quand même brésilien de nationalité et aussi c'est un pratiquant de Brazilian Jiu-Jitsu. Donc vous le catégorisez en tant que Non, mais striker parce que vous l'avez pas encore vu grappler ou bien vous le catégorisez en tant que striker. Être bon en JJB ne veut pas dire que tu es un bon grappleur. Hein. Ils ont toujours la différence. Être bon en fait en JJP ne veut pas forcément dire que tu es un bon grappleur. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément le cas. Parce que en plus, ceux qui sont bons en fait en JJB, c'est juste en fait défensif quand tu es en fait au sol, où tu connais en fait à peu près comment te relever, en fait comment te sortir de certaines positions, mais ça ne veut pas dire en fait après que tu seras un très bon. Donc non, tu vois, c'est différent par exemple d'un Oliveira où on sait vraiment par exemple qu'Oliveira, à un moment donné, il va se mettre au sol, en fait vous allez partir dans ça, tu vois. Borralho, non, c'est pas du tout ça. C'est vrai qu'un Brésilien en MMA qui n'a pas montré du grappling, nous dire que bon, peut-être que c'est parce que il n'a pas eu l'occasion de montrer. C'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça parce que tout Brésilien qui est vraiment en grappling, tu le vois tout de suite. Mais il est à peu près de la même trempe des Paulo Costa, tu vois. Je pense que c'est quelqu'un contre un combattant moyen de grappling qui va avoir une bonne défense, tu vois. Qui va avoir une bonne défense, ou peut-être quelqu'un qui, lorsqu'il est au sol, va savoir en fait comment se relever. Mais après, dire qu'il aura une lutte offensive, ça, je pense que si tu sais le faire, en fait, tu vas le faire. Sinon, pourquoi il n'aura pas fait contre Nassourdine, par exemple? Il a essayé. C'est pour ça que je dis, il a 0 sur 5. Mais donc, on va se dire que c'est pas forcément fait un bon grappleur. Tu vois, donc pour ça, on part plus sur le striker. Et il a déjà eu à l'UFC, je pense qu'il a déjà eu il a déjà eu des finitions par soumission. Mais c'est pas son point Mais fort. en termes de, si on parle de son ratio à l'UFC offensivement sur la lutte, c'est pas ce que tu vas retenir de lui. Donc, c'était ça d'abord sur l'analyse du co-main event. On va passer au main event. Un main event alléchant vraiment. Donc, on a un très beau combat. Max Holloway. On a potentiellement, en fait, peut-être un des combats de l'année. Holloway contre Oliveira. Je pense que les combats d'Oliveira, on n'est jamais déçu. On va aller sur ce main event. Le Big Leo. Le Big Leo n'est pas hype par ce BMF. Qu'est-ce que tu as contre le BMF? Déjà, le BMF, j'ai adoré Justin Gaethje Holloway. Ça, c'était un BMF. J'ai adoré Dustin Poirier dans son rôle. J'ai adoré, mais bon, j'ai oublié son nom. Putain, à l'époque, il avait pris une douille terrible avec
Ah, comment il s'appelle? Ah, le Mexicain qui aimait faire le show. Masvidal. Voilà. Face J'ai à, j'ai face à Diaz. adoré, j'ai adoré tout ça. Mais en quoi Oliveira peut mériter d'avoir une deuxième chance pour le BMF? Parce que on avait apprécié Oliveira par rapport à sa fougue. Mais en fait, Oliveira, c'était juste un bon encaisseur qui pouvait retourner des situations avec des anacondas, des grapplings, etc. Et il était fougueux par rapport à ça. Mais on a vu ses limites avec le combat numéro 1. Oh les gars, rappelez-vous, on avait dit, oui, la force d'Oliveira, c'est que c'est un bon encaisseur, donc il va aller vite parce que l'OSI, ça. Ça a duré combien de temps, les gars, le combat? Excusez-moi. Est-ce que ça vaut la peine de recommencer ce type de combat? Ça va être un beau combat. Au demeurant, ça va être un beau combat. Mais comme Oliveira a pris une charge lors du premier combat, il ne va pas revenir en mode BMF. C'est pour ça que je vous dis non, 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 non. Là, il va revenir en mode rédemption. Il faut que je me fasse pardonner. Donc, le combat va être beaucoup plus cadré. Vous allez voir. Ça va être un combat, un beau combat du UFC. Mais c'est pas un combat qui mérite à la fin une ceinture BMF. Vous allez voir, même Dana White, il va même venir donner ça genre en faux, genre Mais la revanche, elle est légitime. La revanche, elle est légitime puisqu'à l'heure actuelle, tu mets qui pour la ceinture du BMF face à Holloway? À Non, part, mais peut- à part peut-être un Benoît Saint-Denis, éventuellement. Mais voilà. c'est Le pas premier con. truc, Léo, le Big Léo doit préciser, c'est que le premier combat, c'était en 2015. Voilà, nous sommes en 2026. 11 ans, presque 11 ans se sont écoulés depuis le premier fight. On a vu ce que Oliveira est devenu. Et le premier fight, c'était une blessure qu'on n'a jamais... Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu comme blessure. Je ne saurais, mais il s'est blessé. C'était un TKO sur blessure. Donc ça, c'est le premier truc. Donc, comparer le combat d'il y a 11 ans, alors qu'on sait ce que les gars sont devenus, on a vu ce que Holloway est devenu, on a vu ce que Oliveira est devenu. Ce n'est pas, on n'est pas sur la même, c'est pas la même chose. Par contre, ce qu'on peut comparer, on peut dire que ce sont les dernières victimes d'Ilia Topuria. Ça, c'est intéressant. Les deux ont pris des KO de la part d'Ilia Topuria. On va voir ce que ça donne, le retour d'Oliveira. Oliveira, on n'est pas déçu par ses fights. On le retient toujours parce que c'est le recordman de soumission. Mais c'est un mec qui va boxer, qui va striker et qui n'a pas peur d'aller au choc. On a vu contre Chandler, c'est un mec pour pouvoir casser la distance, c'est un mec qui va aller chercher le striking. Enfin, on l'a déjà dit dans d'autres analyses. Il a Excuse-moi, John. Je ne vais pas t'empêcher de partir, mais c'est parce que je voulais vraiment couper à ce niveau-là avant que ça aille trop loin. J'ai fait exprès entre 2015 et 2026, je suis dit 11 ans. Ce ne sont pas les mêmes boxeurs. Tu as raison. Il y a eu beaucoup de fougue entre-temps. Mais est-ce qu'ils ne sont pas sur la fin? Oliveira n'est pas sur la fin, là. Vous trouvez encore les combats d'Oliveira aussi excitants que ceux qu'on avait il y a 5-6 ans? le dernier, tu n'as pas trouvé le combat contre, comment il s'appelle, Michael Chandler. Ne parlons pas de Michael Chandler forcément comme un combattant de ouf, on parle en termes de pur spectacle. Le combat contre Chandler est intéressant. Le deuxième, Le problème, c'est que, comme tu dis, on ne peut ne pas faire on ne peut pas ne pas faire abstraction à Chandler. On connaît le type de combattant que c'est, on sait que ça va être un style de combat qu'on va avoir, et donc c'est des combats en fait qui sont du déjà vu, même si c'est beau au demeurant, tu sais déjà comment ça va se dérouler en fait avec Chandler. Nous tous à chaque fois ici, on fait des paris vis-à-vis de Chandler, on dit tout le temps la même chose. John allait loin. Son combat contre Gamrot aussi, tu n'as pas trouvé intéressant. Je vous ai pas dit que les combats n'étaient pas intéressants. Je vous ai dit que je trouve que les combats sont moins intéressants. pour moi, on est en plein dans le BMF. Le BMF, c'est le spectacle. Et on a deux gars. Si on fait abstraction de, bon, il a pris un KO contre Toto Puria, beaucoup plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. Mais on est en plein dans le spectacle. Et les fights d'Oliveira,
on aura ce spectacle-là parce qu'en face, il y a quelqu'un qui va aller chercher ce spectacle. Et ce que j'ai envie de voir, c'est un fight qui va vers la décision et Holloway faire la même chose, c'est-à-dire 10 secondes, puis on s'allume. C'est ce que j'ai envie de voir. Je suis pas sûr qu'on aura ça, mais on est en plein pour moi, on est en plein dans le BMF. C'est-à-dire que on a des Holloway qui est supérieur en striking. On a Oliveira qui a toujours cette folie-là pour aller chercher le jiu-jitsu, pour aller chercher le grappling. Il va au menton à la fenêtre et il va toujours assurer ce spectacle. Des fois, en fait, son défaut, c'est des fois, il va aller trop rapidement au sol. C'est-à-dire faire semblant d'encaisser. Bon, ça, c'est le truc des pratiquants de jiu-jitsu. Tu fais comme si tu enquêtes, tu arrives au sol et puis pour amener le combat au sol. Donc, j'ai peur qu'on ait à un moment donné cette configuration. Mais pour moi, on sera en plein. Je vois même pas ce combat-là aller jusqu'au bout. Mais si ça va jusqu'au bout, il y aura du sang. Ce combat, bon, déjà pour rappeler, c'est un combat que Dana White avait envie d'organiser pendant longtemps parce que les deux sont dans la même catégorie, Oliveira et Max Holloway. Je pense, si on repart, il a voulu organiser le combat quand parce que ça ne s'est pas fait. Mais je pense que avant d'affronter Dustin Poirier, Dana White voulait que Charles do Bronx affronte Max Holloway. Mais ça ne s'est pas fait parce que je pense qu'il y a un des deux qui s'est blessé. Bon, do Bronx appelle Max et lui dit, oui gars, on a des comptes à régler. Voilà pourquoi je pense que ce combat-là se passe. Parce que déjà, do Bronx, c'est un nom. Il est bien aimé du côté des fans. Max Holloway, il n'y a rien à dire. Quand tu pointes le dos au sol, tout le monde sait que tu imites Max Holloway. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est très, 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 très aimé du côté des fans. Il a son fanbase. Max, il a son fanbase. Maintenant, comme John dit, est-ce que le combat va aller? Moi, je pense pas. Pourquoi? Déjà, do Bronx, il est très faible. Il n'a pas de chin. Bon, pas faible. Genre, il sait pas se battre. Non, do Bronx est bon, mais c'est juste qu'il n'est pas résistant. Tu connectes avec do Bronx, il va dormir. Maintenant, si do Bronx s'amène au sol, il peut terminer le combat de n'importe quelle manière. Ça, c'est quelque chose à respecter. Est-ce que le combat va rester debout ou bien le combat va aller au sol? Ça, c'est la question que je me pose. Quand tu combats avec Max, pour rendre le combat excitant, il faut garder le combat debout. Est-ce que ça veut dire que Max a une défense pour les takedowns? Moi, je ne pense pas. Je pense juste que les gens n'ont pas envie de l'amener au sol pour rendre le combat excitant. C'est là où je suis un peu perdu et c'est là où je me pose beaucoup de questions. Est-ce que do Bronx viendra avec l'envie d'amener Max au sol? C'est sa seule chance de gagner le combat. Mais est-ce qu'il voudra le faire? C'est là où je me pose ces questions. C'est pour ça que c'est bien, tu me donnes du grain à moudre, Erwan. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que on va partir sur un beau combat stratégique, tactique et autres, mais on va pas être sur du BMF parce que l'objectif de Oliveira, ça va être peut-être de mettre un peu de spectacle, mais il va vouloir être stratégique dans tout ce qu'il a à faire. Et donc, on va avoir un beau combat de MMA, mais on va pas avoir un beau combat de BMF. Parce que effectivement, on va tomber sur un Oliveira
qui va vouloir tester un peu debout le Holloway et ne pouvant pas rentrer dans sa garde, va tenter tout le temps d'aller au sol et d'aller dans un takedown et de maîtriser le frangin jusqu'à la fin. Moi, c'est comme ça que je vois ça. En fait, il y a tellement de choses qui ont été dites. Un, on n'est pas sûr que Holloway soit bon en défense de takedown. Waouh. Bon, déjà, je crois qu'il a une ceinture noire de JJB. Deux, sur tous ses combats, en fait, je crois qu'il a assez montré quand même qu'il a une très bonne défense de takedown et que c'est un combattant qui est très complet. Trois, partir du principe que les combattants qui viennent combattre Holloway n'essayent pas de l'amener en fait au sol pour que le combat reste intéressant, ça je crois pas du tout. En MMA, tu es payé pour venir surtout gagner. Et je pense pour te faire le moins mal possible et tu as envie de repartir avec la victoire. Aucun combattant ne vient en négligeant ses forces pour faire plaisir à l'adversaire ou à Dana White. Jamais. Ça, j'y crois même pas du tout. 4. Holloway est là depuis assez longtemps, je crois, pour nous avoir prouvé que le gars est vraiment bon en fait en défense de takedown, les gars. En fait, il est vraiment bon. Là, je crois vraiment, c'est pas aujourd'hui qu'on va découvrir en fait genre cette défense de takedown. Et puis 5, Oliveira va venir avec la possibilité de gagner une ceinture de BMF et il voudra jamais vouloir tester le sol de Holloway rien que pour rendre le combat beau. Non, les gars, ça fait longtemps, moi je crois pas. Je n'ai jamais même cru au Père Noël. Donc, j'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde. Donc là, en fait, tu me rejoins, Johan, pour dire que ce combat-là Pas du sera tout. pas le plus beau combat de l'année en BMF. Non, moi je pense juste que c'est deux combattants qui vont aller en fait avec leurs armes. Après, la question c'est est-ce que Holloway sera assez bon, genre pour tenir en fait face aux tentatives d'amener au sol en fait d'Oliveira. Dans les phases de striking, est-ce qu'Oliveira sera assez résistant pour encaisser les coups d'Holloway qui est très tactique en fait. Holloway de nature, c'est quelqu'un qui est très technique, qui sait jouer en fait avec la distance, qui peut te garder en fait à distance, qui va jouer avec ses low kicks, ses points en fait, genre il est très complet en fait en striking. Donc, il peut, en fait, par rapport à ça, en fait, annihiler aussi, genre, les amener au sol, en fait, genre, d'Oliviera. Mais pour moi, en fait, c'est un combat qui sera intéressant, excitant, parce qu'on est sur deux combattants, surtout, pour le coup, sur Oliveira. Lui qui, pour casser la distance, il est capable, en fait, en fait, tout simplement, de faire des bêtises pour avoir cette possibilité, en fait, d'amener Holloway au sol. C'est-à-dire de se découvrir, en fait. Aller un peu, genre, tête baissée. Il est capable en fait. Donc c'est pourquoi je pense que sur certaines occasions, on aura de très belles phases de striking, mais que si Oliveira arrive vraiment en fait à mettre Holloway au sol, là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que je sais que de l'autre côté, on a quelqu'un en fait aussi qui a un bon bagage de défense en fait en lutte. Je pense qu'on aura un beau combat. Moi, je pense qu'on aura un beau combat. C'est qu'on oublie à chaque fois, enfin, on oublie le côté BMF. Prenons le dernier, enlevant le combat contre Topuria. Topuria, c'est une anomalie, enfin, c'est presque une anomalie physique. Il a éteint Holloway. Dire, personne n'a éteint Holloway. Topuria l'a fait. On enlève ça. On enlève la dernière, on enlève, il a éteint Oliveira. On prend purement ce que les deux sont capables de faire. C'est des mecs qui savent assurer le spectacle. Ce sont les mecs qui savent assurer le spectacle. Donc, je pense que le spectacle, il y en aura. On risque, enfin, ça peut se terminer au premier round sur un KO d'Holloway, comme ça peut se terminer au premier round sur une soumission d'Oliveira. Et c'est peut-être ça que Léo, enfin, peut-être ça que c'est peut-être ce dont tu as peur. Mais si on prend ce sont des situations qui peuvent arriver. Mais en termes de spectacle, on a deux gars qui savent assurer le spectacle. Et Donc, Oliveira, des fois, il ne réfléchit, enfin, il ne réfléchit pas. Ou il limite sa réflexion. Parce que quand tu vois face à Chandler, les risques qu'il prenait face à Chandler, je me disais, à un moment donné, réfléchis. Il y a des trucs comme ça, là, c'est pas possible. les gars, dans sa carrière, hein, Max Holloway, il a une stat, un pourcentage de takedown défense de 83%. Les gars, quand même. En fait, c'est juste que Topuria, il est vraiment fort. Mais par rapport aux autres, en fait, c'est que pour l'amener au sol, c'est compliqué. Il a une ceinture noire, en fait, de JB, les gars.
Il a dit, si tu, c'est le président, dimanche 1er mars 2026. Gardons ça dans le, on va garder ça pour la fin de l'année. Il a dit, si tu veux amener Max Holloway, c'est-à-dire, il a parlé de Max Holloway comme si c'est, je ne sais pas. On n'a pas dit que c'était impossible. Mais aujourd'hui, Joe, les stats sont là. Hein. Je sais que j'aime pas trop les stats, mais là, les stats là disent vraiment la vérité. Attention à Holloway. Mais justement, voilà pourquoi je reviens au stade. Quand vous dites que Max Holloway a une stat de 83% défense de takedown, mais c'est ça, qui gonfle cette stat? Des gens comme Yann Rodriguez, qui tentent 5 fois les takedowns et qui réussissent seulement un seul takedown. Oh, je jure que John, non, là, en fait, Mr. Smith, il a mis sa cape de sorcier ce soir. C'était notre analyse du coup et du main event de l'UFC 326 avec, je répète, la ceinture du BMF qui est en jeu entre Max Holloway et Charles de Bronx Oliveira. On va maintenant passer au pronostic. Les pronostics, on va parier donc sur le co et le main event, je propose. Donc je disais Borayo soumission au deuxième round. Et comme le combat BMF, ça va être long, soit ça va être rapide, Holloway mérite sa ceinture. Pour moi, ça va être très rapide. Hein. Ça va être un KO au premier round de la part de Holloway. Oliveira va vouloir tenter, mais il n'aura pas le temps de se raviver pour essayer d'amener Holloway au sol. En essayant d'aller au sol, il va prendre un contre qui va faire mal à une vitesse grand V. Et je prédis même qu'à la fin de ce combat-là, Oliveira se pose des questions à savoir s'il fallait continuer dans le MMA ou pas. Vous allez voir. Ouais, c'est Wow. beaucoup de Eh, statements, les gars, on doit dire les choses ou on ne doit pas les dire. Moi, je vous dis les choses comme je les pense. Donc attends, j'ai pas compris. Donc, parce que tu as dit Holloway. Adi Borayo, second, soumission, et Holloway, KO premier. KO premier. KO premier. Ok. Smith? Moi, je vais avec Caio Borralho, KO au deuxième et Max Holloway, KO au troisième. Ok. John? De Reader, soumission deuxième. Et Holloway, KO deuxième. Donc, moi, je vais aller avec le Reader aussi. Soumission deuxième. Et puis, Oliveira, soumission troisième. En tout cas, c'était un numéro intéressant de la capsule. Beaucoup de disclaimers. Mais bon, c'est comme ça, on a habitué. Et du coup, moi, c'est Léo le VRC. On se retrouve sur les Scientifiques Foot 2, même si j'y suis un peu moins ces derniers temps parce que je suis beaucoup concentré sur ce qu'on appelle le No Stress 31 organisé par le Lead 31 sur Instagram. Donc, Instagram, TikTok, le Lead 31. Vous venez tous les premiers vendredis du mois à Toulouse et vous venez participer au No Stress 31. Hormis ça, Léo le VRC, X, Instagram, Facebook, WhatsApp, la capsule. Les gars, comme un de mes philosophes préférés dit, les gars, ne regardez pas les résumés, regardez tous les combats. Don Fond Café pour la capsule. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà. On est passionné par les sports de combat. Vous êtes passionné par les sports de combat. Voilà. Regardez les fights. Tout ça, c'est Anti-Foot 2 aussi. Si ton club ne s'est pas qualifié pour le second tour de la Ligue des Champions, ça va aller. Si vous savez quoi faire, les gars, abonnez-vous, suivez-nous, commentez, on veut aussi savoir sur qui vous penchez. Je ne sais pas pourquoi John parle de foot ici. Ici, on parle seulement baston. Donc, vous savez quoi faire. Premier de la carte. Mais on a bastonné une équipe, c'est ça la vérité. Moi, je parle, moi, m'a bastonné depuis, donc je ferme ma bouche. J'accepte. Je sais pas pourquoi John et Léo parlent de foot ici. Ici, on parle baston. En tout cas, merci d'être avec nous. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez surtout, parce que lorsque les sorciers lâchent des commentaires comme ça, comme sur Holloway, c'est l'occasion de commenter, de nous donner vos avis, parce que là, vraiment, c'est fort. Sinon, merci beaucoup de nous accompagner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine fois.
Ciao.